Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bank of Nova Scotia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie, c'est une compagnie bancaire canadienne, d'accord? Et c'est une entreprise ici qui verse à peu près, voilà, je dirais, c'est une entreprise qui verse un dividende stable et croissant depuis plusieurs années. C'est une demande spéciale d'un de nos abonnés ici, Premium. Donc, je rappelle ici que le lien pour le service d'abonnement premium est dans la description de la vidéo et également la newsletter gratuite est là. Donc c'est simple ici. Essentiellement, vous avez la possibilité de pouvoir demander l'analyse de n'importe quelle compagnie et on le fait de manière quantitative, on le fait assez rapidement. Et je présente également des entreprises qui sont à peu près sous-évaluées, selon moi, d'accord, accompagnées d'une note d'analyse plus une note de suivi. C'est-à-dire que si on propose une entreprise en date d'aujourd'hui, d'accord, par exemple, si je vous dis que, ok, je pense que Google est sous-évalué, il y a la note pour Google. Ensuite, quand Google publie ses résultats financiers ici, on se réserve le droit également de sortir une nouvelle note afin de pouvoir garder, voilà, de pouvoir maintenir ici les informations au goût du jour, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on fait le suivi. Au cas où l'entreprise n'est plus intéressante également, on vous le mentionne, mais de toutes les façons, la note vous permet déjà à peu près de faire vous-même vos propres exercices pour ceux qui ne lisent pas en anglais, bien sûr. Bref, alors, on revient ici, je pense que pour les notes, vous avez déjà vu à peu près comment on arrive à les faire ici. Donc, 3M, Stanley Black Decker, on en a fait. Et Nvidia, AMD, on en a également fait. Donc, Bank of Nova Scotia. Pour une banque, vous savez généralement que c'est pas le genre d'industrie que j'aime bien, d'accord? Tout simplement parce que c'est un business assez compliqué à analyser dans le sens où c'est vraiment l'un des secteurs où le management pour moi est déterminant. Ok, donc au-delà d'analyser les chiffres, j'aime également voir, jauger à peu près si le management est compétent. Et ça, c'est quelque chose d'assez subjectif. Il faut voir à peu près qu'est-ce qu'il a dit par le passé, combien son salaire est adossé sur quoi, d'où est-ce qu'il vient en termes d'expérience, etc. Bref, c'est compliqué, mais bon. Pour cette compagnie-ci, on regarde la croissance. Vous savez que les banques canadiennes sont généralement très performantes ici. Donc, si vous voyez au niveau de la croissance ici, est-ce qu'on a une croissance par acquisition ou bien de manière organique? C'est la question qu'il faut généralement se poser. Quand je regarde ici, nous voyons que c'est une entreprise qui a tendance à faire des acquisitions. D'accord? Donc, c'est un mix des deux ici. Donc, en termes de revenus, si on a des revenus croissants, ça ne sert à rien d'aller regarder la marge brute sur une compagnie bancaire. Donc, le revenu est croissant ici. Ensuite de ça, on va regarder les bénéfices nets ici. Je vais voir des bénéfices nets stables ou croissants. Donc, on a des bénéfices nets stables et croissants ici. Donc, c'est une ligne droite. On aime ça. D'accord? Donc, ça veut dire que le revenu augmente. Les net income suivent également. Je sais généralement que les gens vont se poser la question à savoir, bon, enfin, pas la question, ils vont se dire que oui, en période d'augmentation des taux d'intérêt, la banque aura tendance à charger les taux d'intérêt plus élevés. Oui, c'est vrai, mais également, il y aura moins de prêts. Il y aura moins de demandes pour les prêts. Donc, les deux vont généralement s'ajuster. Pour ceux qui vont peut-être refinancer leurs prêts aussi, ils auront des prêts, ils auront des taux plus élevés. Et encore, il y a peut-être des risques de défaut, donc il faut faire attention aux gens à qui on prête de l'argent, dans quel secteur on prête de l'argent, etc. C'est important, d'accord? Il ne faut pas juste regarder ça ici du point de vue dividende, il faut aller au-delà de ces informations-là. Je dirais même que ce sont les dernières choses qu'on doit regarder. Donc ici, en termes de marge de net income ici, pour voir à peu près si on a des marges à peu près stables, nous avons à peu près des marges de combien? Donc, on regarde ça. Nous sommes, je dirais, à vue d'œil, nous sommes à peu près une trentaine de pourcents ici. C'est une bonne chose. C'est extraordinaire d'avoir ce niveau de marge-là. C'est assez élevé pour ce genre d'entreprise ici. Et je ne dis pas qu'elle ne fait que... Elle n'est pas que... Il faut regarder également c'est quel type de banque. Est-ce que c'est une banque d'investissement, banque commerciale? Est-ce que, voilà, elle a plusieurs segments ici, par exemple, assurance, gestion d'actifs, banque commerciale, voilà, il faut regarder ce genre de choses-là, ok, parce que ça ne se comporte pas de la même façon en période difficile. Donc ici, je peux voir qu'elle a elle a un niveau de dépôt en tout de 800 milliards ici. Donc, à partir de ces dépôts-là, elle a de l'argent frais qu'elle pourrait reprêter ici tranquillement. Donc, en termes de marge des free cash flow ici, nous avons quelque chose qui se situe aux alentours de, voilà, 32% par là, si on regarde ici en moyenne par rapport annuellement. Donc, je prends ici des marges de 32% pour les free cash flow. Ce n'est pas les free cash flow, c'est les net income.
32%. Le revenu ici, tu voyais qu'il a tendance à diminuer. Les analystes s'attendent à voir à peu près des revenus de combien? Vu que moi, je suis là pour à peu près, je prends en considération l'entreprise ici sans prendre en considération, je l'analyse sans prendre en considération la croissance. OK? Je fais attention avec les banques, surtout en ce moment-ci. Donc, le consensus ici est le suivant. Comme je l'ai dit, quand je regarde le consensus ici, ce qui m'intéresse, c'est surtout la pente, voir si on est optimiste ou pessimiste. Je vois ici qu'ils s'attendent à peu près à avoir des revenus de 34 milliards. OK? Donc, si j'analyse avec des revenus de 34 milliards, c'est une estimation. D'accord? Je ne prends juste pas la croissance en supplément. Donc, 34 milliards ici, excusez-moi. En termes de nombre d'actions, nous avons combien? Donc, en termes de nombre d'actions ici, nous avons à peu près aux alentours de 1 milliard 200. Donc, je mets 1 milliard 200 en termes de nombre d'actions. 1,2, d'accord? Maintenant, en termes de PER moyen, je ne me casse pas la tête. Les bancaires ici, généralement, on ne va pas dépasser. Voilà, c'est quelque chose qui va se situer entre 10 et 15 fois les bénéfices. Et 15 même, c'est parce qu'on exagère, parce qu'elles sont croissantes. Donc, ici, par exemple, le price to earning, on sera aux alentours de combien? Donc, en termes de price to earning, en moyenne, je dis bien en moyenne, nous sommes à combien? Nous sommes à peu près à, disons, 12 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, je vais mettre 12 fois les bénéfices en moyenne. Et surtout, quand on dit même 12 fois les bénéfices, c'est assez élevé. C'est tout simplement parce que le secteur bancaire canadien a tendance à être très bien géré. Donc, on a tendance ici à avoir de très belles entreprises ici au Canada dans le secteur bancaire. En termes de gestion du risque, parce que le métier d'une banque ici, c'est de gérer le risque. D'accord? Or, la gestion du risque ici n'apparaît pas généralement, enfin, apparaît en partie sur ce genre d'éléments, sur les états financiers, mais il faut souvent aller creuser également pour aller voir les taux de défaut, les trucs comme ça, les actifs performants par rapport à ceux qui ne sont pas performants, etc. Donc, je l'ai déjà fait ici par rapport aux premières vidéos sur Crédit Agricole, BNP, on en a parlé longuement. Donc, maintenant, on revient ici sur l'évaluation. Maintenant, je regarde ici le Tier 1 Capital Ratio ici, juste pour voir, en fait, c'est le pourcentage d'actifs liquides par rapport à l'actif global ici. Donc, c'est-à-dire que si on demande à cette entreprise ici si on lui demande de fournir des liquidités ici en 24, disons en une semaine, elle peut récupérer à peu près 10%, à peu près 13% de son actif global. Ok, faites attention. Ici, en règle générale, une banque, pour les compagnies bancaires, je pense que le core Tier 1 ratio doit être supérieur à 10, idéalement. Donc, on vous demande d'être aux alentours de 10, d'accord? Donc, ici, on dépasse littéralement des 10%. Ici, on dépasse littéralement les 10%. Ça vous prouve voilà, l'entreprise se comporte très, très bien, d'accord? Elle est correctement... en termes de financier, les finances sont solides ici, donc elle est correctement, je dirais, c'est le mot qui m'échappe ici. Bref, en termes financiers, on va dire qu'elle est correcte, elle est stable, d'accord? So, elle a assez d'actifs ici assez d'actifs liquides pour pouvoir couvrir un éventuel bank run, d'accord? S'il y a une demande de retrait massif ici, voilà, elle a assez d'actifs pour le faire, ok? So, enfin, pour couvrir cette demande-là, mais en espérant qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Donc, c'est bien, le core Tier 1 est là. Maintenant, quelle information on pourrait regarder ici? Je ne regarde pas la dette nette ici parce que si vous prenez ceci sur les agrégateurs, vous aurez tendance à avoir ce genre d'informations. Si on a moins 164 milliards, attention, est-ce que ça ne prend pas en considération un cash qui appartient plutôt aux épargnants? D'accord? Il faut faire attention. Donc, je ne vais pas le prendre ici. C'est pour ça que le meilleur moment, généralement, pour analyser également une banque, il faut regarder le return on equity. Mais n'oubliez pas que le return on equity ici, c'est bénéfice net divisé par le equity. Equity ici, c'est actif moins passif. D'accord? Donc, et dans l'actif, vous pouvez avoir des actifs intangibles. Vous pouvez avoir des actifs intangibles, ce qui peut fausser parfois le résultat ici. Donc, ici, généralement, une compagnie bancaire, elles ont généralement des actifs tangibles en majorité. Donc, un return on equity doit généralement être aux alentours de 10. D'accord? Et surveillez également la pente. Ici, on se rend compte que depuis 2011, le return on equity diminue. Même si le revenu augmente de plus en plus, ça peut également être le fait qu'on a à peu près des nouveaux segments d'activité, etc. Mais on reste toujours aux alentours de 10%, supérieur à 10% en moyenne. Et c'est déjà assez intéressant à ce niveau-là. OK? Donc, j'aime également ça. Si vous avez une compagnie bancaire qui a un return on equity inférieur à 10% pendant plusieurs années, laissez-la de côté. OK? Ou bien demandez une décote substantielle. Donc, ensuite, on va comparer ici les actifs tangibles par action. C'est important dans le sens où si le return on equity ici est de 10%, en réalité, vos actifs tangibles par action auront tendance à augmenter de 10% si vous ne payez pas de dividendes, bien sûr. OK?
So, quand on regarde les actifs tangibles par action ici, les actifs tangibles d'abord, on veut regarder la pente. On regarde la pente. La pente ici est croissante. Vous remarquez ici qu'en 2008, même ces actifs tangibles-là n'ont pas diminué. Ici, la pente est croissante, ce qui veut dire que les actifs tangibles ici, au total, sont de 56 milliards. Idéalement, une compagnie bancaire, il ne faut pas la payer au-dessus de ses actifs tangibles par action. D'accord? Il ne faudrait pas la payer au-dessus de ce niveau-là. Parce que ça reste ici une compagnie ça reste ici des entreprises très risquées. D'accord? En cours de... Si l'économie ralentit, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec ce genre d'entreprise. Actuellement, les actifs tangibles par action sont aux alentours de 47 dollars. 47 dollars ici en augmentation, bien sûr. Donc, on peut se dire ici que l'augmentation ici en moyenne, on peut voir ça ici. Hein. Si on met ici Yearly Growth Change, ça fait ici à peu près en moyenne, si on prend, voilà, si je prends la médiane ici, en médiane ici, on a à peu près 7% de croissance pour les actifs tangibles par action. Mettons même qu'on exagère, on est à 47 ici. Donc, si on prend à peu près 1,07 exposant 5, d'accord, multiplié par 47 ici aujourd'hui, on se dira qu'on est aux alentours de 66 dollars. Voilà, d'ici 5 ans, on sera aux alentours de 66 dollars si on continue à avoir une croissance de 7% en moyenne au niveau des actifs tangibles par action. Ok, donc par rapport à l'évaluation d'aujourd'hui, on est assez correct. Donc, parce que je n'ai pas juste envie de dire ici que en prenant juste en considération l'évaluation d'aujourd'hui, en me limitant uniquement aux actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui, d'accord, qui sont à 47, je veux dire que non, l'entreprise est surévaluée. Mais non. Ok, il faut également prendre en considération qu'on peut le prendre également par rapport au net income. Vous savez, au début, on a pris ici ceci. 34 milliards. Le 34 milliards multiplié par 32%, d'accord, de net income, multiplié par 12 fois les bénéfices, d'accord, on arrive aux alentours de 130 milliards. 130 milliards ici divisé par le nombre d'actions, à peu près 1,2 divisé par 1,2 milliard ici d'actions, on arrive à peu près une valorisation aux alentours de 109 dollars. Donc, si on le prend du point de vue bénéfice net, on sera à 109 dollars. Si on le prend du point de vue actif tangible par action, on sera aux alentours des 47 dollars. Donc, où est-ce qu'on va se situer? Est-ce que je veux dire que l'entreprise est surévaluée ici par rapport aux actifs tangibles par action? Je dirais que non. Parce qu'il faut se dire que les actifs tangibles par action sont également influencés par le dividende qu'on verse ici. Donc, c'est surtout une compagnie qui serait intéressante pour les personnes qui versent un dividende. Elle a le potentiel de continuer à augmenter ce dividende-là avec le temps. Mais de toutes les façons, le 5,88% qu'on verse ici aujourd'hui est déjà assez conséquent. Il y a également un potentiel d'augmentation ici en termes de prix de l'action. Mais il faudrait voir que quand on arrive dans une période pareille, comme celle présentement ici, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ok? Donc moi ici, voilà. Est-ce que je dirais que c'est pas un prix intéressant aujourd'hui? Non, le prix peut être intéressant si vous pensez que cette compagnie-ci a le potentiel de continuer à avoir des performances pareilles en termes de croissance de revenus, en termes aussi de marge de bénéfices nets, en termes de return, en termes de ROE. Voilà, on peut se dire que ça peut être intéressant ici. Mais n'oubliez pas, en période difficile, on aura tendance à bazarder ces actions aussi. De toutes les façons, vous ne surpayez pas au prix actuel. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Oui, il est safe. Actuellement, si vous reversez la totalité de dividendes ici, des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez quelque chose de supérieur. Vous aurez un rendement ici supérieur à 10%. Or, on vous verse actuellement 5,88% en date d'aujourd'hui. Et le dividende en lui-même, il est stable et croissant depuis plusieurs années. Il y a de fortes chances qu'il continue à l'être. Donc, ceci n'est que mon avis sur Bank of Nova Scotia. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait plaisir. Et le lien vers la newsletter premium est gratuite et dans la description de la vidéo présentement. Donc, on se dit à bientôt. D'accord? Merci.